Pirlotti, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 12, 1er janvier 1901. Éveillé par une aubade bruyante, alerte et joyeuse, qui éclate avant le jour dans les flancs de l'énorme cuirassé endormi. C'est le branle-bas de l'équipage. La musique pour faire lever les matelots. Mais cette fois, à ce premier matin de l'année et du siècle, clairon, tambour, dans l'obscurité n'en finissent plus de jouer. Toutes les Dianes de leur répertoire. Jamais les hommes du redoutable, au réveil, n'ont eu ce long tapage de fête. Où suis-je? J'ai si souvent dans ma vie changé de place qu'il m'arrive plus d'une fois de ne pas savoir, comme ça, tout de suite, où sortir du sommeil. La lumière que machinalement j'ai fait jaillir, la lumière électrique, me montre un étroit réduit tendu de peluche rouge et rempli de camélias rouges, de longues branches presque des buissons de camélias dans des vases de bronze, et des déesses en robe d'or, au visage très doux, sont là, assises, près de moi, les yeux baissés, comme dans les temples de la ville interdite, où elles habitèrent 3 fois 100 ans. Ah, oui. Ma chambre, à bord du redoutable. Je reviens de Chine, et je suis au Japon. On frappe à ma porte, discrètement. L'un après l'autre, 4 ou 5 matelots qui viennent de se lever entrent pour me souhaiter la bonne année et le bon siècle, avec des petits compliments naïfs. C'est donc bien aujourd'hui le commencement du 20e. Je m'étais figuré le commencer l'an dernier, pendant la nuit du 1er janvier 1900, sur la lagune indienne, alors qu'une barque du Maharaja de Travancore m'emmenait au clair des étoiles entre 2 rideaux sans fin de grands palmiers noirs. Mais non, je m'étais trompé. Affirment les chronologistes. Et ce matin seulement, je verrai l'aube
de ce siècle nouveau. Aube de janvier lente à paraître, une heure se passe encore avant que les deux déesses gardiennes de ma chambre s'éclairent d'un peu de jour. Mais quand enfin j'ouvre ma fenêtre, le Japon, qui m'apparaît alors indécis comme chimérique, moitié gris perle et moitié rose, et plus étrange, plus lointain, plus japonais que les peintures des éventails ou des porcelaines. Un Japon d'avant le soleil levé, un Japon s'indiquant à peine sous le voile des buées dans le mystère des nuages. Tout auprès de moi, des eaux luisent, semblent des miroirs reflétant de la lumière rose. Et puis, en s'éloignant, cette surface de mer tranquille devient de la nacre sans contour, se perd dans l'impression, dans l'imprécision et la pâleur. Des flocons de brume, des ouates colorées comme des touffes d'hortensia, enveloppent et dissimulent tout ce qui est rivage. Plus haut seulement et toujours en rose, très atténué, de grisaille, s'esquissent des bouquets d'arbres suspendus, des rochers, à peine possibles, tant ils ont de hardiesse ou de fantaisie, et enfin des montagnes, plutôt des reflets de montagnes, n'ayant pas de base, rien que des cimes, des dentelures, des pointes érigées dans le ciel vague. Ces choses transparentes, on n'est pas sûr qu'elles existent. En soufflant dessus, on risquerait sans doute de changer tout ce décor imaginaire. Il fait idéalement doux, dans l'air presque tiède. On sent l'odeur de la mer et un peu le parfum de ces baguettes que les gens brûlent ici perpétuellement sur les tombes ou sur les autels des morts. Voici maintenant une grande jonque, une d'autrefois, qui passe avec sa voilure archaïque et sa poupe de trirème. Dans le city réel, devant cette sorte de trompe-l'œil qui a des nuances de nacre et de fleurs, elle glisse sans que l'on entende l'eau remuer. Et la brume enveloppante l'agrandit. On croirait un navire fantôme. Si elle n'était toute rose elle-même, sur ces fonds roses.
10 heures. Les buées du matin font fondre, ou ont fondu, au soleil, qui est chaud aujourd'hui, comme un soleil de mai. L'amiral me délègue pour aller en épaulettes et en armes présenter au gouverneur japonais ses vœux de bonne année, et une baleinière du redoutable m'emmène à l'aviron sur l'eau devenue très bleue. Il me faudra 2 coureurs à ma jinrikisha pour la vitesse et surtout pour le décorum en tant qu'officier français. Or, c'est difficile à recruter un jour de 1er de l'an, car ces messieurs, les coureurs, font leur visite et déposent leurs cartes. Quand j'ai trouvé cependant mon équipe, nous partons à toutes jambes, avec des cris, pour écarter tout le monde. Et un monde si drôlatique, ou si gracieux. Un monde à sourire et à révérence qui s'empresse vers 1000 devoirs de civilité et se complimente tout le long du chemin, avec un affairement bien inconnu au 1er de l'an de chez nous. Des moussemets vont par bandes, aussi vite que permettent leurs sandales attachées entre le pousset et les doigts. Elles sont habillées de chair, de nuances tendres, et des piquets de fleurs artificielles rehaussent leurs chignons aux coques parfaites. Des bébés adorables, aux yeux de chat, trottinent, se donnant la main, l'air important, en longue robe de cérémonie, coiffée d'une manière très apprêtée, avec de petits touffets, de petits pinceaux de cheveux, s'érigeant dans diverses directions. Enfin, messieurs, les portefaix, et messieurs, les coureurs sont eux-mêmes en tenue de gala, en robe de coton bleu, bien neuve et bien raide, ornée de larges inscriptions blanches sur le dos et la poitrine. Ils tiennent à la main les cartes de visite qu'ils vont au pas de course et distribuer à leurs brillantes relations. Une maison neuve, à peu près européenne, dont les abords sont encombrés par les jinrikishas, d'innombrables visiteurs. C'est chez le gouverneur de la ville, qui nous reçoit avec le frac brodé et le sourire officiel des préfets d'Occident. Après un grand déjeuner d'officiers à la table de l'amiral Vite, je quitte ma tenue de marin pour retourner à terre, me mêler à la foule japonaise. Nagasaki, d'un bout à l'autre de ses rues, est
enguirlandés d'une manière uniforme. Tout le long des maisonnettes de bois, vieilles ou neuves, court un interminable frange verte, faite de touffes en roseaux, alternant avec de longues feuilles de fougères pendues par la tige. Et devant l'entrée de chaque demeure, au cordon qui soutient cette frange, est attachée une pendeloque, toujours pareille, qui se compose d'une carapace rouge, de homard, de 2 coquilles d'œufs et d'un peu de feuillage. Tout cela, paraît-il, est traditionnel, symbolique, inchangeable décoration du premier jour de chaque année. Entre ces guirlandes ininterrompues, l'agitation souriante de la foule bat son plein sous le soleil d'hiver. Gentil moussemet, palote et mièvre, vieille duègne aux sourcils rasés, aux dents laquées de noir, se saluant et se resaluant au passage, comme si de se rencontrer, c'était chaque fois une joie, une surprise à n'en plus revenir. Des dames qui se trouvent nez à nez à un carrefour stationnent 1 heure en face les unes des autres, cassées en 2 pour les plus profondes révérences. Et c'est à qui n'osera pas se redresser la première. Du côté des hommes, même de ceux qui restent vêtus à la japonaise, les chapeaux melons sévissent en ce jour avec fureur et quelques grands élégants, fidèles encore à la robe de soie des ancêtres, ont fait cependant une concession au goût moderne en se coiffant de haut de forme. Très empressés, les visiteurs, les visiteuses, en général sont reçus dans le vestibule de la maison, le petit vestibule tapissé de nattes blanches où se trouve aujourd'hui un plateau rempli de sucreries cocasses à côté de l'inévitable vase de bronze contenant la braise pour allumer les pipes. En miniature des dames. Ils dégoisent avec volubilité leurs compliments, ces visiteurs si polis, leurs compliments entrecoupés de révérences, saisissent du bout des doigts, après 1000 cérémonies et 1000 grâces, un de ces petits bonbons en forme de fleurs ou d'oiseaux, tout à fait immangeables pour nous, puis reprennent leur course en se retournant plusieurs fois dans la rue pour saluer encore. Oh, mon petit chat
qui fait ses visites, lui aussi. Mon petit chat vêtu de couleurs presque sévères, pour la rue, et s'empressant comme les grandes personnes à remplir ses devoirs de civilité, non, qui n'a pas vu la petite mademoiselle pluie d'avril, assise avec dignité dans son pouce-pouce et tenant en main ses cartes de visite, les Lilliputiennes comme elle-même, qui n'a pas rencontré ça et ne n'a pas reçu au passage un cérémonieux salut, n'imaginera jamais la grâce et le charme d'une mousmée de 12 ans, diplômée pour la danse et le beau maintien. Tant de remuements comiques en un si clair soleil sur la bigarrure des costumes chassaient la tristesse que dans chaque premier de l'an il y a et qui traîne à sa suite. Mais il n'était pas loin. Elle rôdait dans l'air, cette tristesse à laquelle on n'échappe pas ce jour-là. Et bientôt, nous nous retrouvons, elle et moi, comme d'anciens amis, fatigués de s'être trop connus. C'est au milieu des quartiers caducs aujourd'hui silencieux qui confinent l'immense ville des morts et où passent à peine de temps à autre quelques mousmées furtives jouant l'éclat de sa robe de fête au milieu des antiques boiseries et des vénérables pierres. Nagasaki finit à la montagne abrupte qui s'élève, chargée de temples et de sépultures qui forment tout alentour un seul et même cimetière étagé au-dessus de la ville des vivants. Un cimetière un peu dominateur, mais tellement doux et ombreux. Au pied même de cette nécropole passe une rue délaissée où demeure la vieille et maigre madame l'ours, ma fleuriste habituelle. C'est une rue très ancienne. D'un côté, il y a des maisonnettes d'autrefois, des échoppes centenaires où l'on vend des fleurs pour les tombes. Et de rencontres des petits dieux domestiques ou des hôtels en lac pour les ancêtres. De l'autre, il y a le flanc même de la montagne, le rocher presque vertical, interrompu de distance en distance par les grands portiques sans âge, les grands escaliers qui conduisent aux pagodes ou bien par les petits sentiers de chèvres, tapissés de capillaires et de mousse, qui vont se perdre là-haut chez messieurs les morts. Et
Mesdames, les morts.